Merci beaucoup, Benoît. Merci à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis pas sûre de la qualité de ma connexion. On vous entend très bien, Euh, et en plus pour vous aider, on a mis cette citation. D'accord. Bon, bah voilà, bah, j'ai plus rien à dire. Merci. Non, non, c'est très gentil. Je suis vraiment ravie qu'on puisse se retrouver aujourd'hui pour ce séminaire parce que c'est vrai que la question des impacts, alors sociaux-sociétaux, on a beaucoup de discussions et sur le site aussi avec les établissements. Et une collègue m'a présenté récemment encore un article déjà ancien pourtant euh, d'un sociologue qui, en 1991 ou 12, je crois, écrivait un article pour en finir avec le sociétal. Donc voilà, c'est un sujet. Mais en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est d'interroger voilà, les impacts sur la société euh, au sens très large hein, de l'innovation. Et ça fait partie des éléments qu'on a inscrits dès le départ dans le projet du pôle universitaire d'innovation. Ça fait partie de l'ADN un peu de notre PUI, que ces questionnements, c'est un des axes, un des work packages de notre PUI. Et moi, je me réjouis vraiment qu'on s'en saisisse comme ça, de manière très collective. Et puis maintenant qu'on a déjà un petit peu avancé, déjà un peu réfléchi, je trouve que c'est formidable de pouvoir prendre le temps de faire un point sur les attentes, sur les enjeux, sur ce que nous sommes en capacité aussi de déployer pour nous emparer de ces sujets. Donc voilà, vraiment un grand merci pour l'initiative. Et bah, j'espère que ça nous permettra de bien progresser dans cet objectif et cet axe qui, je le redis, est pour moi essentiel, mais je ne vais pas relire la citation, dans notre démarche d'innovation. Très bien, merci beaucoup Nathalie pour votre soutien et puis pour cette introduction sur cette session de webinaire de restitution sur la notion d'impact et le travail qui est mené avec SoSciences au sein du PUI. Merci beaucoup. Mélanie, peut-être que je peux te laisser la main. Enfin, je sais pas Moi, comment est-ce que tu vois pour nous je peux présenter. m'introduire, Ouais. rapidement. Mhm. Merci à tous d'être présents et merci beaucoup, Nathalie, ouais, de réitérer l'importance de cet axe pour le PUI. Aujourd'hui, je le présenterai juste après, mais on est effectivement dans une restitution sur un début de mission qui a été réalisé par SoSciences. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée en recherche et innovation responsable. J'en dirai pas grand-chose parce qu'on a un temps qui est contraint, on a beaucoup de choses à vous présenter, mais très rapidement, nous, notre entreprise existe et travaille dans le domaine qui, selon la Commission européenne, est appelé recherche et innovation responsable. J'en dirai quelques mots après en introduction quand je parlerai justement de qu'est-ce que l'impact. Et on accompagne des acteurs alors, universités, centres et instituts de recherche, mais aussi industrie et start-up, un peu partout en Europe. Et même sur certains groupes de travail, des groupes de travail internationaux, sur la question de l'impact général de la recherche et de l'innovation, que ce soit sur des missions stratégiques un petit peu comme là, ce qu'on est en train de faire, ou que ce soit de façon plus opérationnelle. J'aurai l'occasion d'en parler un petit peu et donc je vais présenter les résultats de ce début de mission. Et puis Benoît, Gilles, je vous laisse dire peut-être un mot sur vous. Et puis Benoît, sur le PUI aussi, il y a quelques slides pour présenter quand même le Ouais. contexte de cette mission. C'est pour ça, Gilles, je te laisse d'abord te présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gilles Jesquière, je suis professeur à l'Université Lumière Lyon 2 et je représente ma vice-présidente Lydia Coudroy de Lille au sein du COMEX du PUI, donc comité exécutif dans le PUI. Et je m'intéresse en particulier au WP4 qui justement fait référence aux impacts et j'ai le rôle de référent, c'est-à-dire j'essaye d'apporter des éléments d'animation sur ce WP4. Et donc moi, je suis Benoît Martin, je suis le responsable du pôle universitaire d'innovation, même si la photo qui m'était remarquée juste avant date un petit peu, mais c'est bien moi qui suis responsable du pôle universitaire d'innovation Lyon-Saint-Étienne et qui permet qui coordonne l'activité de ce pôle universitaire d'innovation, dont on va dire quelques mots en introduction juste après.
Alors effectivement, hein, on va être sur, à peu près 1 heure, 10 minutes d'introduction. Ensuite, je présenterai les résultats de notre mission à ce stade, quelques recommandations et puis les prochaines étapes parce qu'il faut bien garder en tête qu'on veut que ce soit une démarche co-construite, et donc les recommandations, c'est une première base, mais l'objectif, c'est de pouvoir, réagir, de pouvoir avoir vos retours, de pouvoir modifier des choses, hein. On n'est pas sur du prescriptif. Donc voilà, on va parler aussi de la suite pour vous intégrer, plus à la démarche. Benoît, je te laisse, Oui, présenter. merci Mélanie. Alors très rapidement, donc les pôles universitaires d'innovation, c'est un dispositif national qui ont été mis en place il y a maintenant, enfin les appels à projets ont été lancés il y a 4 ans maintenant, et dans l'objectif de pouvoir coordonner la démarche d'innovation issue de la recherche publique sur les différents sites universitaires et académiques. Et donc le PUI de Lyon, dont le chef de file c'est la commu l'Université de Lyon, rassemble 19 établissements fondateurs, plus largement bénéficie à l'ensemble des personnels de recherche ou personnels hospitaliers du site et permet de fédérer un certain nombre de partenaires de l'écosystème du territoire autour des sujets d'innovation. Ils partagent un objectif, plusieurs objectifs communs, hein, celui d'être plus efficace, plus efficient dans les actions de soutien à l'innovation, de permettre de massifier le flux de projets d'innovation issus des laboratoires en formant, sensibilisant, accompagnant les projets issus des laboratoires, et également c'est de pouvoir favoriser la création de start-up et générer des brevets. Plus largement, cette notion d'impact, elle est hyper importante. On a décidé de la mettre au cœur du sujet du PUI, ce qui a été mentionné par Nathalie Dompnier, la présidente de l'Université de Lyon, en la dotant vraiment, en initiant un Work Package dédié. Donc c'est un petit peu, on entre dans les rouages du dossier du PUI, mais qui est finalement assez similaire aux différents projets européens ou des projets qui sont construits avec des Work Packages, des programmes un peu dédiés. Et vraiment, il y a eu un choix assez fort de faire de l'impact, cette marque de fabrique assez forte avec ce Work Package 4, renforcer l'impact, qui est vraiment au cœur de cette démarche. Concrètement, après une première année d'expérimentation avec un dispositif Laforge qui a permis d'intégrer la question de l'impact dès l'émergence de projets innovants, dès l'émergence de projets de niveau de prématuration, de maturation, c'est-à-dire de projets concrets qui puissent aboutir à la création de start-up. On a fait ce travail, on est en train de mener ce travail avec Gilles et Mélanie sur une étude approfondie pour vraiment interroger plus profondément la notion d'impact issue de la recherche et identifier des pistes d'amélioration, des pistes de structuration pour le site autour de ces sujets. Et c'est ce dont on va voir, c'est le sujet de ce webinaire. N'est-ce pas, Mélanie? Super, merci beaucoup pour cette présentation. Donc très rapidement, effectivement, on s'inscrit dans ce cadre-là, le cadre du PUI, et la mission de SoScience, vraiment, elle a été créée, elle est portée avec l'objectif de pouvoir, in fine, accompagner les projets d'innovation du site sur la question de l'aspect donc impact sociétal. Nathalie a très bien rappelé qu'il y avait des questions sur les terminologies. Je ne rentrerai pas dedans tout de suite et aujourd'hui, mais ça pourra faire l'objet de discussions. Évidemment, la première cible, hein, de ces questions-là, ça va être les innovateurs et les personnels qui accompagnent ces acteurs. Et puis pourquoi? On l'a rappelé, hein, c'est un work package du pays, donc c'est extrêmement important, mais on a aussi un paysage qui se transforme, un paysage de financement, non seulement de l'innovation, des startups, on va en parler, mais aussi des financements de la recherche, avec des véritables demandes sur la prise en compte des ODD qui peuvent être demandées maintenant dans un certain nombre de financements publics. Et donc cette question-là, elle devient quand même incontournable, elle modifie un peu les travaux et la manière de faire sa recherche. Et donc, il y a vraiment le besoin de prendre le sujet à bras-le-corps et c'est aussi un peu l'objectif de la mission. Très rapidement en termes de calendrier. Alors, vous aurez à la fin de ce webinaire un livrable, hein, donc je ne présenterai pas toujours tout sur les slides. De toute façon, vous aurez quelque chose de plus complémentaire et de plus détaillé qui vous sera envoyé. Mais du coup, on est à peu près au milieu de notre mission. On a fait un premier temps d'entretien et d'appels et de questionnaires en ligne auxquels certains d'entre vous ont pu répondre et je vous en remercie. Et là, on restitue ces premiers états des lieux, premières recommandations. La suite, c'est vraiment une idée de co-construction de ce qui va être mis en place sur le site. Donc, on vous invitera à la fin à participer et à vous inscrire vraiment dans la démarche.
Très rapidement, juste pour qu'on soit tous d'accord sur ce dont on parle, parce que impact, c'est un mot qui est extrêmement large. On l'a vu, il y a des questions, il y a des mots qui peuvent être utilisés qui sont différents en fonction des acteurs. Donc moi, aujourd'hui, je vais reprendre une définition qui a été validée par un groupe de travail international et qui dit que l'impact sociétal de la recherche et l'innovation, ce sont les conséquences et les effets sur finalement toutes les parties prenantes et la société et la planète en général, que ce soit des conséquences négatives ou positives, et qu'elles soient voulues ou non. Et ça peut inclure des impacts court et long terme, évidemment sur des sujets économiques, environnementaux, sociaux, la question de l'éducation, de la santé, etc., etc. C'est très systémique et c'est très large. Ici, on va aussi parler de l'impact comme des conséquences de travaux de recherche et donc de l'innovation qui peut en découler, et pas directement l'impact des activités du laboratoire. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti et remonté. C'est un sujet extrêmement important, il y a des initiatives dessus, mais ce n'est pas l'objet de la mission. La mission s'intéresse au-delà des activités du laboratoire, des émissions de CO2 sur les déplacements, etc., vraiment beaucoup plus aux conséquences de l'activité d'innovation et de ce qui va advenir dans la société suite à des travaux de recherche et innovation. Très rapidement, ça a des implications de politique publique et de financement. J'ai mis un petit drapeau de la Commission européenne parce que sur les programmes aujourd'hui, notamment Horizon Europe, on a sur les actions IA-RIA, que les chercheurs qui répondent aux projets européens connaissent bien, un tiers de la note qui est sur une partie désormais où il faut expliquer quel va être l'impact de la recherche collaborative. Alors ça, c'est au niveau européen. Évidemment, tout ce qui se passe au niveau européen cascade un petit peu dans les financements aussi nationaux et donc français, avec des dispositifs, notamment de l'ANR, qui vont être beaucoup plus ciblés parfois sur l'impact. C'est des choses qui sont en train d'arriver petit à petit. Donc ça modifie quand même le travail de demande de financement des chercheurs. Donc il y a des implications qui ne sont pas neutres. Et puis il y a aussi des implications plutôt spécifiques au secteur privé, des questions spécifiques pour les startups deep tech, puisque donc il y a eu un rapport qui a été fait avec BPI France en partenariat avec Socience sur les spécificités de la deep tech, à prendre en compte les notions d'impact, parce qu'il peut y avoir des conséquences sur la société extrêmement importantes et qui ne sont pas forcément vues très tôt. Donc ça peut être vraiment des effets rebonds très importants, et donc c'est vraiment des façons de réfléchir à l'impact qui doivent être différentes et réfléchies. Et puis, on a de plus en plus de financeurs de la finance à impact qui vont avoir des demandes spécifiques. Et on a également le statut d'entreprise à mission désormais dans la loi Pacte. Il faut savoir que la première entreprise à mission qui a été enregistrée officiellement, c'est une start-up issue d'un centre de recherche et d'une université. Donc, c'est vraiment des choses qui concernent notamment les PUI. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va se placer. Vous aurez plus de détails dans le livrable, donc je passe sur ce sujet-là. Un dernier point, quand on parle d'impact, très souvent les acteurs vont tout de suite à la mesure d'impact, qui souvent qui se passe ex post. On mesure ce qui a déjà été fait. Nous, quand on va parler d'évaluation ou d'impact en général, on va vraiment prendre en compte la projection et la mesure. C'est-à-dire qu'on peut aussi se projeter sur les impacts voulus ou souhaités ou envisagés d'une recherche ou d'un projet d'innovation qui n'a pas encore commencé. C'est un peu comme quand on est une start-up et qu'on fait un business plan. Bon, on n'a pas encore eu ces revenus-là, mais on se projette sur à quoi ça peut ressembler sur la question de l'impact social et environnemental. C'est pareil, il y a vraiment les deux. Donc ça, faut le prendre en compte. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet après cette petite introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les prendra à la fin dans le Q&A, mais voilà, si ça vous vient tout de suite, vous pouvez déjà les écrire. Très rapidement, il y a eu un peu de temps d'analyse et de récupération des données. On a fait donc des interviews plutôt avec la hiérarchie pour vraiment avoir une vision de ce qu'était ce Work Package 4 et qu'est-ce qu'on en attendait. Il faut savoir que tout ce qui a été fait a été vraiment co-construit, notamment avec Gilles et Benoît. Donc, Socience n'a pas avancé dans le noir. On a été accompagnés pour vraiment avoir le contexte du PUI. Donc ça, c'est un premier point dont je vais vous parler des résultats.
Et puis, il y a eu ce questionnaire qui a été ouvert du 19 septembre au 2 octobre. J'espère que certains d'entre vous y ont répondu et merci pour ça. Alors, qui représente au total finalement 157 projets de recherche concernés et avec une forte réponse, proportion des répondants qui sont des enseignants-chercheurs. Donc, vous avez le chiffre ici. Hein. Dans des domaines, alors on a une certaine variété des domaines, on a 20%, un petit peu plus de 20% sur les SHS, et puis une forte représentation des sciences physiques et de l'ingénieur. Ce qui est intéressant et à noter, c'est que souvent quand on parle d'impact, il y a quand même la nécessité d'avoir des projets qui peuvent être multidisciplinaires avec un travail vraiment entre les SHS et ce qu'on appelle parfois les sciences dures. Mais du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a un intérêt qui vient d'un peu partout parce que souvent, il va falloir faire des consortiums mixtes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat sur ces 2 moments de prise de données? Déjà, une première chose qui est très positive, c'est qu'on a vraiment une vision qui converge. Qui est une vision ambitieuse et sur ce qu'on peut appeler un impact élargi. Il y a évidemment plusieurs dimensions à l'impact. Hein. Vous avez le petit schéma ici qui rappelle quel type de dimension on peut prendre en compte. La dimension en général scientifique, de l'impact scientifique et économique est assez bien comprise, assez bien connue, assez bien traitée. Scientifique, ça va être des indicateurs comme le nombre de publications, les citations. Économique, on va avoir les brevets, le nombre de startups créées, les emplois créés, etc. Mais il est très clair pour toutes les personnes interrogées qu'aujourd'hui, quand on va parler d'impact, il faut évidemment prendre en compte les impacts sanitaires, culturels, environnementaux, les impacts sur le territoire, les impacts politiques et réglementaires, les impacts sociaux, etc. Donc c'est extrêmement large et ça, c'est partagé par tous. Et l'ambition est très forte sur cette vision large, puisqu'il a été dit à plusieurs reprises, hein, vous avez un certain nombre de citations directes que vous pouvez voir sur la slide, qu'il faudrait, et ce serait l'idéal, ou à terme, que tous les projets du PUI puissent intégrer la question de leur contribution sociétale. Et donc, évidemment, on se pose la question de comment on fait ça, mais que tous les projets, finalement, passent par soit un accompagnement, soit une grille, soit se poser les questions de quel est leur impact large et global. Donc voilà, on est vraiment sur une vision ambitieuse et élargie. Vous aurez évidemment dans le livrable qui vous sera envoyé toutes ces citations-là. Je ne reviens pas dessus aujourd'hui. Alors, au-delà de cette vision, il se pose évidemment la question de la mise en œuvre opérationnelle. Alors, on est très tôt dans le PUI, hein, mais ce qu'il ressort, c'est que la mise en œuvre, elle existe, mais elle reste embryonnaire et surtout peu outillée. Donc, en fait, c'est une vision qui est assez abstraite. Alors, c'est intéressant parce que ça a été enrichi par les réponses au questionnaire où on a vu que certaines personnes étaient beaucoup plus expertes, évidemment, que d'autres, c'est normal, mais que cette expertise restait cantonnée à, par exemple, un labo en particulier ou une équipe ou une manière de faire, une méthode qui a été développée à un endroit, alors que d'autres acteurs qui sont aussi sur le site ne savent pas quels outils utiliser, n'en connaissent pas forcément et ne sont pas vraiment acculturés au sujet et ne savent pas où se tourner pour avoir cette acculturation. Ce qui évidemment crée un risque de pratique hétérogène. Hein. On peut avoir tout un tas d'équipes qui vont mettre en œuvre des méthodologies très différentes et donc ça devient très difficile de comparer les choses à un niveau PUI, à un niveau plus global, et puis même d'avoir une efficacité peut-être dans la formation des personnels, puisque si tout le monde utilise des méthodes différentes, on ne peut pas avoir une unification un petit peu de connaissances sur ces sujets-là. Et donc, une culture qui aujourd'hui est en construction, on va dire, mais il n'y a pas vraiment une approche partagée, il n'y a pas un vocabulaire commun. Donc ça, c'est vraiment une différence entre l'ambition et l'opérationnalisation. Aujourd'hui, il y a un écart. Et on le voit sur les 157 projets représentés dont je parlais, où 19 ont fait une anticipation de leur impact, hein, ce que j'appelais la projection d'impact seulement, et 12 ont fait l'objet d'une mesure d'impact. Donc on voit qu'en fait, il y a une envie, mais l'opérationnalisation n'est pas encore tout à fait là.
C'est ce que je rappelle ici, hein, la mesure et la projection sont assez peu pratiquées. Donc sur les participants, hein, on a à peu près en moyenne les participants qui participent à 5 projets dans les 2 dernières années. 70% déclarent ne pas avoir fait de projection de mesure de l'impact sur ces projets, et moins de 20% des projets ont été évalués finalement. Donc ce n'est pas systématique, ce qui est logique, hein, qui est raccord avec les interviews. Par contre, ce qu'on voit dans le questionnaire, c'est que la majorité de ceux qui n'ont pas pratiqué une projection ou une mesure d'impact disent qu'ils aimeraient le faire. Donc on a vraiment un réservoir d'acteurs qui sont prêts à s'engager dans ces démarches. Évidemment, je vais passer rapidement là-dessus, mais la mesure d'impact, alors par sa non-opérationnalisation, montre un peu les difficultés à le faire. Alors plusieurs constats, des outils qui peuvent être non connus ou limités. Donc ce serait intéressant, et j'en parlerai plus tard, d'avoir un cadre commun avec peut-être plusieurs outils possibles en fonction des situations, pour que les acteurs sachent au moins où se tourner quand ils se posent la question, d'avoir une sorte de centre de ressources. Un manque d'acculturation, hein, ça dépend beaucoup des acteurs. On a des acteurs qui vont être beaucoup plus experts et d'autres qui vont être assez perdus finalement sur comment faire. Donc peut-être donner un accès aux outils ou peut-être donner de la formation ou que les personnes les plus expertes soient en capacité de faire savoir, de faire connaître ce qu'elles font. Voilà, ça pourrait être des choses possibles. Et puis un dernier point, on a des évaluations qui peuvent être vécues ou vues comme complexes et contrôlantes, ou en tout cas c'est ce qu'on a vu dans les interviews. Mais finalement, c'est pas forcément confirmé par le questionnaire. Alors, un sujet à prendre avec des pincettes, puisque les personnes qui ont répondu au questionnaire sont intéressées par ces sujets, donc forcément trouvent ces choses moins contrôlantes. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur les premières réponses qu'on peut avoir, il y a plus une appétence que vraiment l'impression d'une contrainte. Un point important du diagnostic, c'est la question justement du PUI, qui semble être le bon niveau d'action pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce qu'on a un work package quand même dédié à l'impact au niveau du PUI, hein, donc ça fait partie de ses missions, de ce qui a été proposé, de ce qui doit être mettre en place. C'est aussi une marque de fabrique, ça a été beaucoup dit par beaucoup d'acteurs différents, et en introduction, on a entendu Nathalie Dompnier le redire, hein, à nouveau, donc ça c'est assez important. Et puis le PUI aussi le bon niveau parce que pour mettre en place que ce soit un centre de ressources, de l'accompagnement, ça a vraiment du sens de faire ça au niveau du site, d'avoir des capacités de levier inter-établissement, de pouvoir partager en fait les ressources, et puis de créer aussi une culture commune avec des vocabulaires communs, une compréhension de comment est-ce qu'on applique l'impact au niveau de tout le site, qui vont faciliter en fait, la mise en œuvre. Donc on est vraiment sur le bon niveau d'action au niveau du PUI. Alors par contre, il y a des tensions à dépasser. J'en cite 3 en particulier. Le premier, c'est que l'ambition est très forte et que les moyens disponibles sont limités. Donc se pose une vraie question, et ça a été dit et ça a été mis en avant, hein. On a vraiment le constat qui est très clair. Il faut faire des actions, il faut les prioriser, il va falloir faire des choix et il faut faire des actions les plus efficaces et simples possibles, puisqu'on a vraiment cette ambition qui est importante, mais les moyens disponibles qui sont limités, donc il y a vraiment des choix à faire. Une deuxième tension, c'est que ça ne pourra fonctionner qu'en mobilisant vraiment les acteurs du site, notamment, hein, je l'ai dit, quelques personnes qui connaissent bien le sujet, qui peuvent, avec un modèle par exemple Train the Trainer, diffuser quelque part ces questions-là. Mais ça va face à la problématique du niveau d'acculturation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien structurer ça pour que les informations qui soient diffusées, il y ait une forme d'homogénéité.
Donc ça, c'est un vrai sujet. Et sur cette question-là, nous, on a à cœur vraiment d'essayer de co-construire la démarche parce que ça ne pourra marcher que avec les acteurs du site. Et puis le dernier point de tension, c'est la question de la méthodologie versus la diversité des cas. On sait très bien qu'il y a des cas et des situations assez diverses dans les questions de recherche et d'innovation, hein. Déjà des niveaux de TRL, des niveaux de SRL qui vont varier, et puis des sujets qui sont très, très divers aussi, des disciplines qui sont très diverses. Or, on a besoin d'un cadre simple. On a 80% des répondants au questionnaire qui disent qu'ils aimeraient utiliser une méthodologie s'ils avaient vraiment une méthodologie simple, une approche simple, quelque chose de facile à mettre en œuvre. Mais la diversité des cas fait qu'on ne peut pas toujours utiliser le même outil pour mesurer alors soit des choses différentes, soit des niveaux de maturité différents. On va en parler juste après. Et donc ça, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on propose quelque chose de simple, mais de modulaire? Un petit focus sur les freins identifiés par le questionnaire. Alors, on voit qu'on a quand même en grande majorité, hein, là, vous avez les freins du plus freinant vers le haut au moins freinant vers le bas. En majorité, on a des freins structurels. Donc, le manque de temps et le manque de budget. La plupart des répondants sont d'accord pour dire que c'est un frein. Et ensuite viennent tout de suite derrière, hein, presque à égalité, le manque d'accompagnement. Donc ça, c'est plutôt des freins organisationnels et culturels. Le manque d'outils, puis le manque de formation. Le manque d'intérêt vient en tout dernier, et puis une bonne partie quand même des répondants disent qu'ils ne sont pas d'accord sur le fait que c'est un frein. Donc on a une implication à ce graphique qui est de dire il faut vraiment aller agir sur les freins, sur les leviers qui sont activables, tout ce qui va être accompagnement, outils, formation, pour mitiger les freins structurels, ce qui veut dire probablement des ressources d'accompagnement qui vont permettre de dédier du temps que les enseignants-chercheurs, ou en tout cas les répondants ici, n'ont pas forcément, ou en tout cas ont l'impression d'avoir vraiment ce manque-là et ça les freine. Donc la question de l'accompagnement et de la ressource humaine va être assez importante. Un tout petit cas qui est apparu dans les interviews parce qu'on a trouvé qu'il était intéressant, qu'il était révélateur. On est sur un étudiant donc, qui souhaite développer un dispositif innovant à l'intention des CHU. Il est accompagné par un dispositif qui existe, qui s'appelle Objectif Laboratoire. Et dans le cadre de ce dispositif, il y a des relations qui sont proposées, des mises en relation pour pouvoir développer la solution. Notamment le labo de Fluidic sur des aspects technologiques, et puis les CHU, parce que évidemment les utilisateurs finaux sont dans les CHU, donc pour pouvoir avoir des discussions. Et en fait, la mise en relation avec les acteurs qui vont pouvoir aider sur l'aspect technologique est acceptée par l'étudiant, alors que la mise en relation avec les utilisateurs finaux est refusée parce que on ne voit pas l'intérêt en fait. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, il y a plusieurs niveaux. On voit qu'il y a des dispositifs d'accompagnement, donc ça, c'est très positif, c'est très intéressant. Il y a des choses qui sont déjà mises en place pour avoir de l'impact grâce aux innovations. Mais on sait aussi, et c'est très important dans la plupart des méthodologies, notamment au niveau européen, que pour avoir un impact social ou environnemental positif, il faut évidemment associer très tôt dans les démarches d'innovation alors les utilisateurs finaux, ce qu'on appelle les parties prenantes d'une manière générale. Et donc là, le fait que ce soit refusé, ça montre peut-être finalement une question culturelle, avoir l'impression qu'on n'a pas besoin de ça pour faire une bonne innovation. Or, aujourd'hui, une innovation où l'impact n'est pas intégré, c'est un peu anachronique. Et donc, là, on a juste un exemple en fait, hein, pour rendre concret le fait que sur le site, il y a beaucoup de bonnes choses qui existent déjà, mais il y a une vraie nécessité d'approche commune, de compréhension commune pour dépasser ce type de blocage. Alors, je vais passer, parce qu'on a assez peu de temps, donc on pourrait passer plus de temps sur les conclusions, mais je vais passer directement à la partie recommandations. Et ça nous laissera comme ça le temps pour vous présenter les prochaines étapes et surtout pour avoir un temps de questions-réponses.
ce que nous, on propose, alors j'insiste à nouveau, c'est en construction et l'objectif est de le co-construire avec les acteurs du site. L'objectif, évidemment, que ce soit utile, utilisé et que ça serve le site, donc rien de prescriptif. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est que... alors, un premier niveau, c'est qu'effectivement, il faut clarifier la grammaire autour de la question de l'impact pour éviter les interprétations multiples, s'aligner déjà sur le site. Mais pour autant, et ça a été d'ailleurs rappelé par Nathalie, il y a plein de discussions vraiment passionnantes. De toute façon, c'est un champ de recherche, hein, donc il y a des vrais sujets sur ces questions-là. Aujourd'hui, ce qui serait, à notre sens, important de faire pour avancer vite au niveau du PUI, c'est de peut-être s'aligner sur un certain nombre de définitions de bonnes pratiques internationales qui sont utilisées, que ce soit au niveau de la Commission européenne, par exemple. Hein, je donne des références, je donne des sources dans le livrable, ou que ce soit au niveau des groupes de travail qui ont pu se monter, pour partir avec une définition de travail et puis ensuite rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en sachant évidemment qu'il y a des discussions qui peuvent avoir lieu et qui ont lieu d'ailleurs au niveau de la recherche. Mais l'important, c'est de s'aligner sur de quoi est-ce qu'on parle au niveau du site et ensuite d'aller tout de suite vers l'action. En deuxième, alors j'ai dit adopter une approche simple et partagée. Partagée pour avoir vraiment une stratégie de site. Et simple parce que c'est ce qu'on observe dans le questionnaire et puis dans les interviews. Il faut vraiment que ce soit accessible, facile à mettre en œuvre, aidant, accompagnant. Donc on n'est vraiment pas dans le contrôle, on est plus dans comment est-ce qu'on met en place une approche, une stratégie et un accompagnement, hein, c'est le point 3, pour permettre aux acteurs d'intégrer l'impact sans que ça leur prenne trop de temps, sans que ça leur demande un budget trop important. Donc les premiers freins quand même identifiés. Et donc effectivement, le point 3, il y a une vraie question d'accompagnement qui peut être lié aussi à un centre de ressources, hein, accessible à toutes les personnes du site. Mais il y a une question de relais interne, on l'a vu, des personnes plus ou moins expertes. Est-ce qu'on pourrait faire des ambassadeurs ou des acteurs un peu référents qui pourraient avoir cette connaissance-là, qui pourraient avoir toutes les ressources et qu'on pourrait venir mobiliser de temps en temps. Est-ce qu'il faut une ressource en interne? C'est aussi possible au niveau du PUI, qui soit experte sur l'impact et qui puisse être mobilisée. Voilà, c'est vraiment la question de l'accompagnement, elle est cruciale et il va falloir la structurer. Et puis préparer une mise à l'échelle, ça c'est par rapport à la vision et l'ambition. Il nous a été beaucoup remonté dans les interviews notamment qu'il fallait que le PUI Impulse soit capable de porter alors sur le site cette vision-là, mais aussi à l'extérieur avec une logique d'essaimage, de faire connaître ce qui a été mis en œuvre et puis de renforcer finalement cette question de l'impact, même au niveau national. On peut tout à fait imaginer, et ce sera dans ma slide juste après, qu'il y ait un groupe de travail avec l'ensemble des PUI pour partager à nouveau peut-être les mêmes outils, le même centre de ressources. Voilà. Il y a des mises en commun qui peuvent être faites et ce serait aligné avec l'ADN et l'ambition du PUI. Ici, vous avez un plan d'opérationnalisation à travailler ensemble, évidemment, en court terme, moyen terme, long terme. Et donc, ce qu'on propose, hein, c'est 3 niveaux différents. L'idée de cette approche train the trainer, donc mettre en place une cohorte d'ambassadeurs, ce qu'on a voulu commencer à faire en demandant déjà à la fin du questionnaire qui aimerait en faire partie. Outiller ces ambassadeurs ou les former ou leur donner les mêmes outils et que d'ailleurs les personnes qui au sein des ambassadeurs utilisent déjà des outils avancés puissent les mettre dans cette base ou les partager aux autres et pour avoir évidemment des personnes qui sont capables ensuite de porter la bonne parole et d'aider les autres chercheurs.
un point d'accompagnement et d'outillage très important. Donc, d'abord, dans un premier temps, dans un court terme, utiliser des toolbox qui existent déjà. Il y en a au niveau, par exemple, du High Level Forum qui commence à se structurer. Donc, c'est un groupe international qui récupère des outils à peu près sur tous les continents de qu'est-ce qui est mis en œuvre pour faire de la mesure ou de l'évaluation plus généralement de l'impact. Peut-être avoir une ressource dédiée au sein du PUI à l'accompagnement sur ces sujets impact. Et puis, dans un premier temps, que les projets bénéficiant de cet accompagnement soient priorisés, avec un certain nombre de projets qui peuvent en bénéficier, pour aller évidemment sur du long terme, l'ambition finale qui est que 100% des projets du PUI puissent en être bénéficiaires. Et finalement, SME, j'en ai parlé, rejoindre les groupes de travail existants dans une première approche court terme, puisque il y en a qui existent, donc il faut aller voir ce qui se fait ailleurs, il faut aussi partager ce qu'on fait aux autres, et potentiellement, plus moyen long terme, mettre en place un groupe de travail qui pourrait être l'idée finalement par Impulse, mais avec peut-être tous les autres PUI et qui permettrait de partager les bonnes pratiques. Cette slide, très rapidement, pour dire qu'effectivement, il y a des sujets en fonction des outils différents en fonction des situations. Alors là, vous l'avez, j'ai repris finalement le format qui avait été fait sur le dossier BPI France Deep Tech, donc vous l'avez en TRL. Évidemment, on peut rajouter aussi des questions de SRL. C'est un travail qui va s'enrichir, hein, donc il peut bouger. Ce que vous voyez surtout, c'est qu'on a essayé de recenser un certain nombre d'outils. Ils n'y sont pas tous. Vous voyez le petit etc. à la fin. Et donc, si vous avez connaissance d'autres outils, ils sont évidemment les bienvenus pour venir enrichir cette première base. Mais on voit qu'il y a des situations très différentes. On a des outils qui peuvent être utilisés déjà pour regarder l'impact de choses différentes au sein d'un même projet ou d'une même entreprise. On a l'impact de l'activité en elle-même. On a l'impact du produit, des produits qui va être créé par exemple par une entreprise. Et on a un impact beaucoup plus large, élargi, hein, la vision dont on parlait au début, sur la société qui prend en compte le fait que l'existence de cette activité ou de ce projet de recherche et innovation ou de cette start-up va modifier en profondeur la société. Et puis, ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on est en train de regarder pour faire une évaluation. Et puis, on a aussi des outils qui sont plus ou moins adaptés sur des impacts différents. Donc, on peut regarder l'impact environnemental, c'est un type d'impact. Il y a l'impact plus social, mais il y a aussi des choses beaucoup plus larges. C'est pour ça qu'ici, par exemple, l'Impact Pathway, qui est la méthodologie utilisée par la Commission européenne, enfin qui est demandée par la Commission européenne, je l'ai laissé en bleu parce que normalement, il faut pouvoir parler dans cet Impact Pathway de toutes les sortes d'impacts, des impacts aux politiques publiques, économiques, environnementales, sociales, etc. Donc vraiment, on a des outils très différents en fonction de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut regarder. Et donc, c'est important d'avoir cette vision-là. Ce ne sera pas une méthode simple et unique qui permettra de répondre à toutes les situations. Faut savoir où est-ce qu'on se place pour savoir ce qu'on a envie d'utiliser. Et évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif. Et donc, vous êtes les bienvenus pour l'enrichir. Mais c'est ce genre de toolbox qui pourrait être partagé pour un peu affiner quand même notre connaissance de qu'est-ce que l'impact et comment on le regarde et qu'est-ce qu'on va mesurer et avec quel outil. Du coup, on va pouvoir passer justement au next step et qu'est-ce qu'on veut faire. Je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a une vraie envie de co-construction. On a déjà dans le questionnaire, pour ceux qui ont pu y répondre, demandé qui serait intéressé pour faire partie de la démarche, co-construire une feuille de route. Justement, l'opérationnalisation que j'ai pu présenter, c'est une proposition, elle est tout à fait modifiable. Donc, comment est-ce qu'on met ça en œuvre pour que ça fonctionne réellement, hein, il faut prendre en compte ce que le site peut faire et ce que le site a envie de faire. Et donc, on va aller chercher des ambassadeurs. Alors, certains nous ont déjà contactés, mais du coup, il y a vraiment cette notion-là pour les next steps. Et vous l'avez vu, d'ici déjà fin d'année, hein, il faut qu'on ait travaillé sur cette feuille de route et qu'on ait mis en place
les premières actions. Donc ça va être ça pour nous la suite. Peut-être que, je ne sais pas, Gilles, si tu veux en dire un mot. Oui, c'est derrière cette notion d'ambassadeur, hein, vous êtes expert ou non, vous connaissez quelqu'un qui est expert ou non dans le domaine de l'impact, qui peut être intéressé par l'innovation et ses impacts, et qui a envie d'aider de façon collective à monter en puissance sur ces problématiques d'impact. On n'est pas en train de chercher les super experts qui amèneraient dans une posture de sachant ce qu'il faut faire sur le site. L'idée, c'est de mélanger en fin de compte les savoirs pour savoir naviguer dans les nombreuses initiatives aujourd'hui présentes, que ce soit en France ou à l'international, et apporter comme ça, en fin de compte, un rôle d'éclaireur pour le site et bien sûr d'ambassadeur sur les avancées que l'on va faire au sein du PUI. Voilà, donc on est sur un rôle que l'on ne veut pas trop, on sait que tout le monde est très occupé. L'idée, c'est d'organiser les 2 réunions de 2 heures, on va dire, au cours de la fin de cette année, pour pouvoir échanger sur ces impacts et surtout avoir vraiment l'intention de le faire de façon collective, transparente, et après disséminer ce que l'on a réussi à proposer en termes de savoir à la communauté. Donc c'est pour ça qu'on parlait par exemple de trainer, mais ça ne sera pas le seul élément. Et d'ailleurs, vous le voyez dans l'approche, hein, on est en train de dire qu'on enregistre ce webinaire, qu'on vous a déjà donné des éléments sur le site du PUI, avec quelques verbatim qui ont été, quelques comptes rendus des chefs d'établissement qu'on a interrogés sur cette notion d'impact. Vous voyez, et dans l'idée d'être ambassadeur, c'est vraiment de travailler en grande transparence sur ces problématiques d'impact pour qu'on puisse aller au plus vite vers la prise en compte de ces impacts, que ce soit d'ailleurs dans un premier temps pour l'innovation, mais aussi dans nos modes de faire de la recherche par la suite. Voilà. Oui, et je rajoute juste ça, Gilles, sur ce qui est demandé, comme ça sera a priori diffusé largement. Si vous voyez ce message sur LinkedIn ou quelque part, n'hésitez pas à taguer sous le message des personnes qui sont susceptibles d'être ces ambassadeurs ou pousser l'information. J'en profite. Pardon, Mélanie. Non, pas du tout. Et corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'aussi que sur cette notion d'ambassadeur, faut pas se freiner si on n'a pas la compétence ou l'expertise ou qu'on a l'impression de ne pas en savoir assez sur la question d'impact, parce que l'objectif aussi déjà c'est d'avoir des gens intéressés et motivés par le sujet, et ensuite on va voir quelles sont les actions proposées, mais je crois que dans un temps assez court, ces ambassadeurs-là, il faudra qu'il y ait, comment dire, une sorte de, je ne sais pas si c'est une formation ou une mise à niveau, mais que tout le monde se partage son niveau de connaissance pour pouvoir justement monter un peu en compétence. Donc si la compétence n'est pas déjà là, c'est pas forcément un point bloquant. Bien sûr. Gilles, je ne sais pas si tu veux compléter, tu as le micro qui est coupé, mais... Oui, tout à fait, hein. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, hein. On n'est pas forcément intéressé que par les experts de l'impact. L'idée, c'est d'échanger et de trouver en fin de compte des modalités, on va dire, simples pour prendre en compte dans un premier temps, on va dire, ces impacts sur des projets que l'on est en train de mener et le prendre en compte de façon de plus en plus poussée par la suite. Donc, on va avancer de façon agile, A-G-I-L-E, voilà, de façon agile pour apporter, on va dire, sûrement du cadre. Et ensuite, ce cadre méthodologique est à mettre en place. Et là, toutes les bonnes volontés sont importantes, avec cette idée qu'on va essayer de ne pas trop vous prendre de temps. Parce qu'on sait que votre temps est compté et on a plus besoin, on va dire, de personnes volontaires pour intervenir ponctuellement sur certains éléments et qui pourront ensuite, je l'espère, pouvoir parler de ce qui est fait. Benoît le faisait en faisant référence à LinkedIn, mais aussi en parlait de vive voix dans les laboratoires, dans les structures, dans vos établissements, pour que demain, on puisse arriver sur une vision un peu plus partagée, sur un ensemble d'outils que l'on pourrait mettre à disposition, outils que l'on pourrait développer à façon, mais dont la plupart peut-être auront été déjà
identifiés comme fonctionnant très bien dans d'autres laboratoires à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale et que qu'on pourra utiliser une fois qu'on les aura identifiés. Super. Ah oui, juste un dernier point que j'ai oublié. Le questionnaire, c'est marqué en plus en gros, le questionnaire reste ouvert. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de vous manifester sur sur l'envie de devenir ambassadeur ou ambassadrice et aussi sur le fait que vous pouvez continuer, si vous ne l'avez pas fait, à remplir. On a fait un premier recueil. Mais on va continuer, pour ma part, je vais continuer à suivre les résultats. Donc, n'hésitez pas à pousser ce questionnaire si vous le pensez intéressant. Et on verra comment on traite par la suite les réponses complémentaires qui vont être proposées. Mais c'est très, très important de le faire et surtout de vous manifester via ce questionnaire pour, si vous le voulez, avoir plus de renseignements dans un premier temps sur ce que l'on pourrait faire avec ces ambassadeurs. On organisera un petit temps d'échange là-dessus pour que vous puissiez voir si c'est vraiment pour vous ou pas. Mais dans le doute, venez échanger et ensuite, comme ça, vous pouvez prendre votre décision. Et on peut peut-être mettre dans le chat le lien du questionnaire et le lien du doodle. Je ne sais pas si ça a été fait. Je ne vois pas le chat. Donc, Non, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire. Ok, super. Super. Ben, on peut passer à la question, à la partie questions-réponses, si vous en avez. Alors, vous pouvez lever la main, prendre la parole dans le chat ou directement marquer la question dans le chat et puis Mélanie, je te lirai les questions si jamais il y en a dans le chat. Mais en tout cas, c'était l'occasion de vous présenter le résultat de cette étude en cours et puis de marquer finalement la partie opérationnelle, se lancer finalement dans le recrutement de cette communauté pour acter cette démarche et de vous présenter cette démarche. Donc merci beaucoup Mélanie, en fait si jamais il y a des questions pendant ce temps, mais d'avoir pris le temps de faire cette présentation et puis de pouvoir restituer tout le travail qui a été mené auprès des présidences des différentes universités et établissements du site pour avoir cette vision un peu hiérarchique, comme ça a été mentionné. Et puis cette étude qui est une étude presque initinérée, Gilles, c'est-à-dire qui va se poursuivre pour pouvoir avoir une vision plus fine, peut-être par discipline, par secteur, par élément. Donc n'hésitez pas à communiquer sur cette dernière et on aura grand plaisir à partager les avancées et à garder en tête ce qu'on pourrait faire dans le temps à venir. Puis ce qui est intéressant là, c'est qu'on a des perspectives à travers ces prochaines étapes. Et qui nous donneront l'occasion de revenir vers vous, de vous associer à ces différentes étapes et puis de vous tenir bien informés évidemment de la suite. Il y a un certain nombre de personnes qui ont répondu qui n'ont pas pu être présentes, donc on ne manquera pas de diffuser largement ces éléments. Il y a Guy Jeunesse-Tout qui est en train d'écrire une question et Sophia également. Je ne sais pas si j'ai inspiré ou si je vais dire ça modestement. Peut-être déjà ramener plus de flou, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Pas de souci. Et donc, je retranscris les questions dès qu'elles sont posées dans le chat. Toute la difficulté de Teams où on est à la fois sur un écran partagé et en même temps, on ne peut pas voir ce qui est posé dans le chat. Je peux aussi arrêter pour en profiter pour Ah, parfait. coller les liens. Alors Mélanie, est-ce que tu... Vas-y. Oui, vas-y. Parmi les 157 projets de recherche, quel est le degré de maturité, recherche fondamentale ou appliquée? C'est une excellente question à laquelle on n'a pas toujours la réponse parce que, et vous le verrez si vous pouvez répondre au questionnaire, d'ailleurs je vais mettre le lien tout de suite, on a très peu de questions. Enfin, on a essayé de le faire le plus ramassé possible pour répondre. Et donc, sur ces questions des projets de recherche, en fait, on demande aux personnes sur combien de projets ils ont été impliqués dans les 2 dernières années.
Et ensuite, on leur demande sur ces projets combien ont été évalués, que ce soit en mesure ou en projection. Donc, on a la différenciation mesure-projection. Et puis, on leur propose de nous donner des détails supplémentaires, mais sans questions spécifiques. Et donc, certains ont répondu. Et notamment, certains ont dit mon projet de recherche est trop fondamental, et donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu d'évaluation sur l'impact. Mais beaucoup de personnes ne nous donnent pas plus de détails. Donc, je n'ai pas de pourcentage ou de chiffres vraiment à apporter là-dessus, parce qu'on n'a pas les données sur cette partie-là. Super. Je vois que Gilles a mis dans le chat, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé à venir discuter avec nous sur le rôle d'ambassadeur, il y a un doodle qui est prêt. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre. Et donnez-nous surtout vos adresses email, par exemple via le questionnaire, puisqu'à la fin, la dernière question, c'est est-ce que vous souhaitez être contacté pour être ambassadeur? Le doodle uniquement ne suffira pas, parce que quand on aura choisi la date, il faudra qu'on envoie un email aux personnes intéressées. De la même façon, quand bien même, on va dire, vous voulez suivre ça d'un tout petit peu plus loin, n'hésitez pas à vous manifester auprès du PEI en disant cette initiative m'intéresse, je souhaite être informé de façon récurrente. Comme ça, dès qu'on met quelque chose en place, par exemple, dès qu'on aura avancé sur les rétrocessions, on peut vous en faire part autrement que par un rebond où ça passera par la direction de la recherche qui elle-même enverra aux chercheurs qui emmènera, enfin, où vous risquez de louper l'information. Donc, n'hésitez pas, en fin de compte, à nous solliciter pour laisser votre message en explicitant le fait que vous voulez être dans un premier cercle, on va dire en tant que suivre d'assez près ce qui se passe avec le rôle d'ambassadeur, ou dans un deuxième cercle, je suis intéressé, mais j'ai peut-être pas envie d'être ambassadeur, et dans ces cas-là, on vous fera passer l'information. Oui, et puis j'en profite pour dire que l'ensemble des éléments sera partagé sur une page qui va rester sur le site web du PUI, qui sera aussi relayée sur le site de la commu et différents établissements, mais en tout cas qui va centraliser finalement cette réflexion qui est en cours et tous les éléments qui puissent être retrouvés de manière pérenne sur cet espace. Et puis je repartagerai les liens de contact dans le chat sur ce sujet. Hop. De manière générale, Gilles ou moi, on est des points d'entrée importants, sinon on a toujours cette adresse mail un peu globale qui permet de faire le suivi. Et puis l'enjeu, c'est aussi de faire le relais auprès des établissements, c'est-à-dire que les établissements puissent eux-mêmes, et les contacts opérationnels des sujets d'innovation, puissent aussi être outillés sur ces sujets. Donc c'est un élément important. Et je vous partage le lien directement de la partie du site web, aussi, je rajoute des liens, la partie du lien des sites web dédié à l'impact, qui permettra d'accueillir, qui a déjà les interviews des différents dirigeants, mais qui sera enrichi des différents points. Sophia, une question, Sophia Elbaï, avez-vous Oui. des références de lecture à partager sur ce sujet? Oui. Alors, il y a quelques références dans le livrable. Donc, on va diffuser le livrable à tous les inscrits. Donc, il y a quelques références, notamment de documents officiels de la Commission européenne, mais aussi de rapports que nous, Socience, on a eu l'occasion de faire, ou de liens vers des groupes de travaux internationaux. J'ai parlé du HLF, donc le High Level Forum. Vous pouvez chercher en ligne un High Level Forum, et sur leur site internet, il y a une partie impact sociétal. Et donc là, il y a vraiment un document assez intéressant sur justement comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce consensus sur une définition commune, avec quand même plus de 16 institutions partout dans le monde. Donc en France, notamment, c'est le CEA qui est très impliqué dans le HLF. Et il y a toute la discussion sur pourquoi ils ont choisi cette définition-là. Donc c'est très très intéressant. Donc voilà, dans le livrable, il y a quelques références. Je ne l'ai pas surchargé avec trop de références, mais ça, par exemple, ça pourrait être intéressant dans une sorte de centre de ressources, d'avoir une page avec différentes références, et puis peut-être même des articles scientifiques. Moi, là, j'ai plutôt mis des éléments de politique publique.
ça pourrait être enrichi avec des articles sur le sujet. On reste de toute façon à votre disposition pour la suite. Il nous paraissait important de faire un point dès maintenant. On a choisi de ne pas laisser le questionnaire ouvert très très longtemps parce que ça ne sert à rien de vous mettre 3 mois, on va dire un questionnaire ouvert 3 mois. Donc là, il y a des personnes qui vont peut-être avoir envie de répondre. N'hésitez pas à parler de cette initiative autour de vous parce que ça va nous permettre d'identifier les choses qui se font parce que les personnes nous recontacteront. L'idée vraiment fondatrice, et ça a été abordé tout à l'heure par Mélanie, c'est que de toute façon, quand bien même on voudrait réinventer une nouvelle méthode, on n'aurait pas les fonds pour le faire. Donc, il faut qu'on soit en capacité de comprendre comment aujourd'hui nos laboratoires travaillent ou nos structures travaillent sur l'impact, comment en fin de compte on peut réussir à mettre en commun, on va dire, toutes ces connaissances pour ensuite les confronter à d'autres niveaux, niveau PUI régional par exemple, ou niveau national. Et ça va nous permettre sûrement d'aller très vite, puisque bien sûr, si on commence à communiquer sur ce que l'on est en train de faire, on va avoir des retours, que ce soit au niveau régional ou national, qui nous permettront de compléter ce que l'on est en train de proposer. Alors, je ne sais pas s'il y a une dernière question, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Ah, oui. Alors, merci Guy. Que dire aux chercheurs qui veulent seulement faire de la recherche? Pour eux, cette étude d'impact devrait être réalisée par d'autres, car à chacun son expertise. Nous avons déjà cette difficulté avec ceux qui pensent que l'innovation n'est pas de leur ressort parce qu'ils font de la recherche. C'est une excellente question, qui d'ailleurs, c'est une question partout, hein, dans tous les contextes, pas uniquement évidemment pour le PUI, pour Impulse. Et je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a un premier niveau de réponse qui est, ça dépend, je crois, de la stratégie du site, c'est-à-dire que il peut y avoir une possibilité d'avoir effectivement une ressource qui accompagne là-dessus. Et alors, le niveau d'accompagnement peut être plus ou moins important. Je prends l'exemple des projets européens. Dans aujourd'hui beaucoup d'universités et beaucoup de centres de recherche, d'instituts de recherche, on a des cellules Europe qui sont là pour accompagner à l'écriture de projets européens. Et en fonction des lieux, soit ce sont des acteurs qui ne font que de l'administratif et les budgets un petit peu, et enfin voilà, c'est un accompagnement un peu léger. Parfois, on a des acteurs où il y a des dizaines et des dizaines de personnes dans les cellules Europe qui vont vraiment écrire des parties du dossier, notamment des parties impact sur lesquelles les chercheurs sont parfois moins à l'aise. Donc, il y a vraiment des stratégies qui peuvent être différentes. Et je pense que le PUI a un choix à faire de dire, ben, nous, on veut faire un accompagnement plus ou moins léger, sachant que s'il y a une ambition d'avoir une vraie stratégie sur l'impact, si cet accompagnement est plus léger, alors forcément, il va falloir mieux former les chercheurs et ça va un peu plus tomber dans leur banette. Parce qu'ils vont devoir faire des choses. Banette qui est déjà, certes, très chargée. Donc après, il peut aussi y avoir un autre niveau de choix qui est une priorisation des projets. C'est-à-dire que typiquement, un projet d'innovation, aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens de ne pas le faire passer par une grille impact. Peut-être qu'il peut y avoir le choix, pour des raisons justement de manque de temps ou de manque de ressources, de dire un projet très fondamental va avoir moins de contraintes parce que on considère qu'il n'est pas encore assez proche d'atteindre la société et d'atteindre le marché pour aller embêter les chercheurs à faire des mesures d'impact ou des évaluations d'impact. Donc en fait, il y a plein de choix et de critères qui doivent être faits. C'est des décisions qui doivent se prendre au niveau PUI. Donc peut-être que Benoît, tu as un point de vue là-dessus. Oui, j'allais dire autre chose. Donc oui, évidemment qu'il y a un enjeu de structuration, d'établissement et de visibilité sur ces sujets. Mais il y a un autre sujet qui est, quand on se retrouve un peu à porter cette volonté d'avoir, dans un laboratoire, être un peu avec la casquette impact,
peut-être que ça peut être l'occasion aussi dans cette dynamique d'ambassadeur qu'on veut mettre en place, d'avoir finalement des argumentaires partagés aussi pour finalement avoir des mots-clés à partager à des collègues qui finalement font de l'impact sans le savoir et pour parfois, il y a des éléments de réponse intéressants à partager avec les uns les autres qui sont des argumentaires communs ou des FAQ, des réponses un peu à partager. Et je pense que chacun a des éléments dans le cadre de ses pratiques. On a un certain nombre d'éléments qu'on pourra partager, je pense, dans l'animation de ces groupes qu'on peut imaginer de le mettre à l'ordre du jour. Mais peut-être que ça peut être intéressant de partager sur les expériences de chacun, je pense. Au-delà de la dimension réglementaire, je pense que dans la question de Guy, il y a quelque chose de finalement comment est-ce qu'on répond aux collègues qui se disent l'impact c'est pas pour moi, comment est-ce qu'on adresse ces sujets. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire tout à fait dans cette animation un peu globale d'ambassadeur. Mais je suis entièrement d'accord avec ce qui a été présenté par Mélanie auparavant. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis, Benoît, et du coup, ça me fait penser à un autre élément de réponse parce que nous, on l'a eu fait dans un autre contexte. Parfois aussi, ça peut être très bien dans un laboratoire d'aller cibler des acteurs. Par exemple, les jeunes chercheurs peuvent être très motivés sur ces questions. Et du coup, parfois, ça peut être intéressant d'aller faire de la sensibilisation ou des débats sur ces sujets ou des formations sur ces sujets en lien avec la thématique du labo, donc pas de façon abstraite, vraiment sur le sujet, les questions peut-être éthiques que ça peut poser pour ce laboratoire dans cette dynamique-là, dans ce champ de recherche-là, et de le faire par exemple avec les jeunes chercheurs, qui ensuite, eux, finalement vont diffuser ça, même presque sans le vouloir, parce qu'ils en ont parlé, ils vont en reparler à leur directeur de thèse ou à leurs collègues quand ils ont déjà un poste, etc. Si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit de plus en plus qu'on nous demande quelle recherche, mais avec quels objectifs. Et dans ces objectifs, aujourd'hui, sans parler d'innovation, on nous demande de démontrer quel impact sociétal, on va dire, on doit avoir on va dire, avec nos recherches, même si c'est une recherche qui est très long terme. Et aujourd'hui, si on regarde, quand je discute avec des responsables d'établissement, on s'aperçoit qu'on va au-delà de l'impact de la recherche ou de l'impact de l'innovation, on doit aussi penser impact de nos structures. Aujourd'hui, on le voit par exemple sur l'achat informatique ou le calcul. On le voit aussi sur nos modes de consommation de papier, de papier recyclé ou de consommation des cocktails qui sont peut-être construits différemment en termes de composition. Donc cet impact, quelque part, le chercheur que je suis y est confronté, et pas seulement en fin de compte quand il va dans l'innovation. Il est confronté aujourd'hui quand je réponds à un appel à projet ANR ou un appel à projet européen, ou quand je demande un nouvel ordinateur à mon université qui va me répondre qu'il a une politique particulière d'achat, on va dire, parce qu'il est en train de réfléchir aussi à l'impact qu'il peut avoir en termes d'utilisation. Par exemple, il y a certains établissements qui passent aujourd'hui sur non, on ne change pas une machine tous les 3 ans, c'est tous les 5 ans. Non, attention, au niveau de la consommation, il faut réfléchir, si vous utilisez l'IA, à comment vous allez consommer votre temps de calcul. Voilà, toutes ces choses-là qui amènent aujourd'hui pour l'instant, à être un sujet de réflexion, un sujet qu'on doit avoir en tête, mais qui, quelque part, vont être assez impactants. Désolé de le présenter comme ça, mais pour nos recherches de demain. On va peut-être pas trop dépasser, parce que peut-être merci. Ce que j'allais dire, je ne vais pas tarder à filer. Mais merci Gilles, c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est vraiment une bonne conclusion finalement à cette session. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Mélanie, mais je suis entièrement d'accord avec cette approche. Finalement, il y a un cercle vertueux avec la dimension recherche qui est évidente. Une dernière. N'hésitez pas à allumer votre micro, ça sera plus simple, hein, Sophia. C'était juste pour vous remercier pour cette présentation et pour vos réponses. Voilà, merci. Merci beaucoup. Sophia. On reste à votre disposition, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées et on peut continuer les échanges, bien sûr. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup Mélanie, merci Gilles, merci à toutes et à tous pour votre participation. Et à bientôt.
coupe l'enregistrement. Allez, on coupe l'enregistrement.